Alors il va falloir nous le dire, lever le mystère, parce que les gens le savent ou pas, mais il va falloir le dire. Où sommes-nous? Parce que on parle de ici. Là, Qu'y a-t-il loin. derrière ce mot énigmatique ici? On est dans la Manche. On est à 2 pas du Mont-Saint-Michel. On aperçoit le clocher des fois le soir selon le vent. Tu veux dire la pointe avec l'archange? Ouais. Chic. Et on est dans une région où, je suis pas venu pour rien ici, c'est que on n'est pas venu pour rien. Mais moi, d'un point de vue cuisine, j'avais pas mal de gens avec lesquels je travaillais qui étaient du coin. Et surtout, par ma passion des produits, je me suis rendu compte que c'était une région avec un terroir extrêmement riche, avec des produits très pointus et parmi les meilleurs au niveau de la qualité, que ce soit le beurre, la crème, n'en déplaise aux Bretons, voilà. Le homard, le meilleur il est en Normandie, il est pas en Bretagne. Ça tout le monde le sait, tous les gens qui s'y connaissent le savent. Les maraîchers, alors après les maraîchers c'est plus compliqué, il a fallu chercher un peu plus, même si j'avais des contacts ici. Après voilà, je me suis dévié de cette trajectoire-là de gens que je connaissais, mais c'était d'abord pour le terroir et me dire, je trouve ça complètement aberrant. Alors la Normandie de manière générale, je trouve ça aberrant parce que je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de tables remarquables. Il y avait Sakana à Honfleur et je sais plus. Enfin voilà, il y a certainement des gens que j'espère que je connais pas, mais il y a plus de cuisine traditionnelle. Il y a plus de cuisine gastro, souvent c'est de la cuisine des années 90. Et je me suis dit, c'est incroyable, avec le terroir qu'ils ont, ils laissent la chance aux Bretons de faire ce qu'il faut, et de l'autre côté de la frontière, rien. Il y avait rien. Mais alors attends, parce que des terroirs en France riches, variés, il y en a d'autres. Pourquoi celui-là? Il y a autre chose qui se joue. Il y avait la mer, les coquillages. L'histoire, c'est que je me suis retrouvé chez Horty, donc j'ai eu un représentant de chez Mauviel qui est venu me voir pour proposer leur poêle. Et puis on discute et je lui dis ouais, j'adore votre région, je travaille avec pas mal de gens et tout. Et puis dans la conversation, il me lance un truc. Il me dit ouais, il y a deux petits vieux, deux personnes d'âge mûr qui en ont marre. Lui, il avait fait 2 ou 3 infarctus. Je crois que c'était le moment de s'arrêter. C'est un bon signal. Ouais. Et il me parle de cette adresse et il me dit ouais, c'est l'auberge du terroir, ça s'appelait. Et sur le moment, je dis ouais, chouette, machin, je vais regarder. Puis je regarde des photos, je me dis ça me dit un truc et tout. Et en fait, j'étais venu manger genre 10 ans, ou je sais pas, peut-être 15 ans auparavant, avec mes parents, je crois. Je me souviens de l'endroit où j'ai mangé, je me souviens de m'être dit, un jour, je rêverais d'avoir un endroit comme ça. Et ça, c'était avant la machine à coudre, quoi. Donc avant d'être chef, tu étais ici, dans cette salle, et tu t'es dit, j'adorerais un jour avoir un endroit comme ça. Donc, comme quoi, c'est assez incroyable. Et donc arrive ce moment, sous la pluie, le ciel noir du mois de décembre. Il faisait pas dingue, mais on s'est senti... je sais que ça plaira pas aux anciens propriétaires, mais on s'est senti direct chez nous, quoi. Donc tu découvres cet endroit. On découvre cet endroit. Après voilà, toujours pareil. Le resto à Paris n'est pas vendu, ça prend énormément de temps. Je mets quasiment 1 an à vendre le resto à Paris. Eux, ils étaient derrière en disant mais je vais vendre à d'autres gens, hein. Même si ils voulaient, de ce qu'ils me disaient, absolument revendre à des gens avec les mêmes valeurs, enfin au niveau du terroir. Donc, il a fallu des fois aller dans leur sens pour leur dire qu'on allait faire exactement la même cuisine qu'ils faisaient et parce qu'ils nous disaient eux aussi ça ne va pas marcher. Ah non, si vous faites et même le représentant de chez Mauviel me disait si tu fais trop de petites portions machin, ça plaît pas aux gens ici, il faut moins de 30 € ou je sais pas quoi le menu. Je suis ok, bah non. Du coup viendra les gens qui ont vraiment envie de passer
la porte de l'auberge viendront, et je vais encore une fois, je vais pas m'adapter aux gens. En me disant ils veulent du médiocre ou du pas cher machin, ils vont en avoir. Non, c'est pas comme ça que sinon j'arrête quoi. Enfin, j'arriverai pas à continuer dans ces conditions-là quoi. Donc après voilà, on se retrouve on s'installe ici. On n'avait pas encore signé le compromis de vente. On signe le compromis de vente. On vit à Avranches, et puis il y a dans une toute petite maison, je sais pas, de 30 mètres carrés sur 3 étages, avec Jessica qui était enceinte du coup de la deuxième, Élise, et on se retrouve dans cet endroit-là. Il y a le Covid qui arrive quoi. Donc on se retrouve enfermé, pas chez nous, parce qu'on se sentait pas chez nous forcément. Ouais, du coup, on déménage, on laisse notre appart et tout, en se disant, si ça se fait pas. Avec un enfant en bas âge, ouais. Et un enfant qui est censé arriver peu de temps après. Donc voilà, on se retrouve là, et puis bon, il y a toute la période du Covid que tout le monde a vécu, plus ou moins bien. Et puis la signature définitive se fait en plein pic du Covid. On signe à distance et tout, et on obtient les clés. Il y a eu une sorte de soulagement, genre, je sais pas, j'ai l'impression que toute la nature était en train de me happer quoi. On s'est senti genre, malheureusement dans cette période qui était très compliquée, on s'est senti trop bien quoi. C'est-à-dire que vous êtes en plein Covid, tout le monde est fermé, la nature reprend ses droits partout dans le monde, ouais. Et vous vous retrouvez dans cette bulle, avec ce jardin, c'est cette perspective dans le vert, ce végétal qui partout, et la deuxième partie du Covid, pour le coup, elle ouvre pas mal de champs là. Ouais. Même si voilà, on est confronté à la dureté de la chose, c'est que on se retrouve seul, sans entrepreneurs, parce qu'ils avaient tous du coup des retards sur les chantiers, donc ils commençaient à nous donner des dates. On s'est dit non, on est mort là. Enfin, si c'est cette date-là, on n'ouvrira jamais. Puis on se retrouve aussi avec les anciens propriétaires qui n'avaient pas le droit de partir d'ici à cause du Covid, ils pouvaient pas déménager. Donc c'était à l'époque où on n'avait pas le droit de se circuler. Donc c'est une période étrange, mais quand même on a une sorte on revivait quoi. Enfin, s'il y a un truc de régénérescence, je sais pas. On était dans le jardin, on n'avait pas besoin de plus quoi. Et avec du coup la deuxième qui est arrivée le lendemain de la remise des clés quoi. Donc ça a été chargé. Ouais. Et puis on a en plus entamé tous les travaux seul avec un ami qui a fait les tables, qui a fait pas mal de trucs ici. Mais on a fait les deux bâtisses nous-mêmes quoi. Donc c'était long, très très long. Et on ouvre 9 mois après. Et puis on se rapprochait de l'ouverture, puis on se disait ouah, c'est chaud, il nous reste tant sur les comptes. On a recruté 2 personnes, on avait 2 personnes en cuisine en plus de moi au début. Et dont une personne qui était un des meilleurs cuisiniers que j'ai eu depuis que je fais de la cuisine, un japonais, Katsu. Et voilà, on se retrouve à avoir dit ok à deux personnes parce que j'arrivais pas à faire le choix sur mon second, et je me dis ouais, il faut quand même que je me prémunisse. J'ai toujours ouvert mes restos en étant sous-effectif et en me rendant compte que ceux qui marchent et ceux qui réussissent, c'est ceux qui dès le début mettent le paquet. Malheureusement, on n'a pas forcément les moyens quand on est dans une situation, mais on s'est dit je peux pas leur dire non, c'est mort. Donc on a ouvert en prenant sur nous, en parlant pas trop de notre situation financière, parce que déjà ils ont pas le savoir, et puis ça aurait pu le faire fuir.
On y va fébrile. Faut y aller. Mais Ouais, on y va fébrile, mais on a la chance d'avoir dès le début, encore une fois, des articles, le fooding pour au début les chambres, après la cuisine, on a un peu du fooding, on a le Michelin qui arrive, le Goemio, enfin tout s'est enchaîné. Alors précisons les choses. Prix du fooding de Fooding d'amour, c'était l'année suivant le 2022. Covid. 2022. Ouais, je crois que c'est ça. Michelin étoile verte au bout de 6 mois, donc on était super contents et super surpris parce que c'est arrivé assez rapidement. Ça nous offre une transition. L'étoile verte, elle est quand même censée célébrer des choses. Et le parti pris ici, il est pas anodin. Et il va nous permettre de boucler aussi ce qui t'anime ou ce que tu pressens depuis le tout début. Ton lien avec la nature, avec l'environnement, la volonté de le préserver, de le célébrer, d'en faire quelque chose. Je suis pas un militant, enfin je suis pas là. Bien sûr que j'ai une conscience écologique et que j'estime que j'ai pas à en parler à droite à gauche. Et c'est un truc qui au final est très personnel, comme travailler du bio. Je le dis pas, je sais c'est écrit nulle part, j'en parle pas. Mais pour moi c'est une évidence par rapport à la façon dont je travaille. Je pense qu'il faut être honnête dans la vie, et quand on essaie d'avoir une cohérence sur la façon de réfléchir et de travailler, et en tout cas la façon dont je travaille m'oblige pas, mais m'oblige de façon naturelle à tendre vers ça, quoi. Mais oui, c'est surtout aussi un truc d'observation, de se dire je veux pas du tout être moralisateur ou quoi que ce soit, c'est un truc qui me débecte, mais en tout cas, dire aux gens, vous avez vu, en fait, avec ce qui se passe juste autour, là, on arrive à faire un menu en 12 étapes, ou j'en sais rien, ça dépend des fois, 8, 12. Et en allant pas très loin, quoi. Tu peux nous décrire, justement, pour les gens qui n'auraient pas eu encore la chance de venir ici, ce qu'il y a juste derrière la fenêtre, juste derrière toi? Il y a un jardin avec une auberge. Donc on a construit le jardin qui était très propre. Trop propre à notre goût, tout comme maintenant c'est trop anarchique pour les anciens propriétaires, certainement. Oui, ouais, peut-être parce que c'est une anarchie toute pensée quand même. Hein. Une anarchie avec des petits panonceaux qui indiquent les plantes en train de pousser. Ouais. On sent que voilà, les juxtapositions sont aussi un peu pensées, donc c'est une anarchie. C'est une anarchie réfléchie. Je sais pas si ça se dit. Mais non, oui, voilà. Après, il y a le jardin qu'on a construit et qu'on construit tous les jours, qu'on essaie d'agrandir, d'améliorer. Il y a aussi le doute à ce niveau-là qui s'installe parce qu'on n'a pas d'expérience, qu'on fait appel à une amie qui progressivement prend possession du jardin et qui nous aide à le rendre plus agréable et aussi à produire, quoi. Il y a des restaurants qui ont des potagers, c'est pas une nouveauté, et il y a beaucoup de restaurants qui investissent ça comme une sorte de folklore aussi, d'imagerie. Ouais. J'en connais, et j'en connais moins. Il en existe qui ont un vrai potager, c'est-à-dire qui ont investi une vraie démarche. Alors évidemment, on parle toujours d'Alain Passard ou d'Armand Arnal à la Chassagnette, mais voilà, les vrais cuisiniers qui investissent personnellement avec une implication, un potager, c'est pas si courant encore. Non, parce que déjà, il faut être passionné, et malheureusement, il y a beaucoup, encore une fois, de gens qui se donnent une posture plus qu'autre chose. Et moi, mon grand regret, c'est justement de pas être assez les mains dans la terre et de pas comprendre chaque chose, en fait. De pas avoir le temps de pas prendre le temps, même si on n'a pas beaucoup d'heures dans la journée de libre. Il y a ça aussi, qui est un truc qui est très répandu. C'est vrai que l'implication en cuisine fait que, et on en revient à un paradoxe qui est fou, c'est que parfois il y a des cuisiniers qui sont décorrélés, coupés de ce qui se passe avant que la cagette n'arrive en cuisine. Et c'est l'immense majorité finalement. Je pense c'est un truc qui me tous comment on pousse un poireau, mais bon. Même si on va aller plus loin, les écoles en France de cuisine c'est exécrable. Mais ça devrait être le sas. C'est exécrable. Après qu'on n'ait pas le temps, c'est une chose, mais la base, comme les 3/4 des cuisiniers le disent, en tout cas ceux pour lesquels j'ai de l'estime, c'est les produits. Si les cuisiniers n'arrivent pas à reconnaître, j'en ai eu plein, le topinambour, enfin, après ils ont le droit de pas savoir, mais
La curiosité, en fait, si les gens sont pas curieux, je sais qu'ils vont pas rester plus de 2 mois chez moi, en fait. Et là, c'est marrant parce que quand on dîne ou qu'on déjeune ici, je sais pas, on les voit ces allers-retours là. En l'occurrence, ce stagiaire qui est arrivé comme moi hier ici, je l'ai vu hier soir faire des allers-retours dans le potager. Je veux dire, c'est pas fake, c'est pas un folklore. Et les légumes que tu nous sers, j'imagine, c'est aussi des choses que t'étudies et que t'espères développer. Là, à 10 mètres, en fait. Ouais. Ça a du sens, en fait, et c'est très rare. Romain Médère le fait à Primard, par exemple, de cuisiner des choses qu'on vient de sortir de terre et qu'on a sorti de terre à 15 mètres du restaurant. Ben, ça change. C'est un geste qui est pas anodin et qui produit un effet qui est... Bah, déjà, je pense que la première intention, c'est le respect de la nature et du produit, quoi. C'est-à-dire que déjà, le fait de cueillir au dernier moment, tu mets toutes les cartes de ton côté, parce que la fraîcheur, c'est irremplaçable, quoi. Après, voilà, pour des trucs comme les herbes, pour donner que ces exemples-là, la tomate, quand c'est cueilli fraîchement, les fleurs, ça n'a rien à voir avec quand ça fait ne serait-ce qu'une demi-heure de voiture ou là, c'est pris à chaque fois on accorde une extrême importance. En tout cas, moi, je demande aux gens qui travaillent avec moi de respecter ça, de respecter le vivant et même dans l'intention, quoi. C'est-à-dire que c'est pas seulement des mots, quoi. Faut vraiment que eux aussi observent, qu'ils se disent, voilà, je comprends pourquoi on fait ça, quoi. Si c'est juste faire ce que le chef a dit, ça m'intéresse pas non plus. Mais ouais, c'est même au niveau des vitamines, de plein de trucs, il y a plein de trucs qui sont. On le ressent. Qui sont plus, quoi. On le ressent. Ouais, ça se ressent. C'est une cuisine de fête qui est très végétale. Comment elle se traduit? Comment tu sens que les gens ici, dans ce coin un petit peu reculé, comment elle est prise cette cuisine? Je voudrais pas dire qu'elle est radicale, mais il y a une singularité. Depuis le début, tu traduis une volonté d'asseoir une cuisine qui te ressemble, donc qui est forcément singulière, sans trop de concessions. On a compris? Non, pas de concessions, malheureusement. Pour les autres, pour certains. Ouais, je sais pas. Mais alors, si on parle des locaux, vraiment aux alentours de l'auberge, c'est très compliqué. C'est une cuisine de Parisiens végétariens. Enfin, vraiment, nous, quand on est arrivé ici, c'est exactement ce qu'on nous a dit, mot pour mot, avec une sorte de bizutage avec des gens qui rentraient dans l'auberge sans que ce soit violent ni rien, mais où ils savaient déjà qu'on venait de Paris, alors que pour moi c'est pas une référence. Je suis pas forcément fier ou pas fier de venir de Paris, mais tout de suite on a été catalogué comme cuisine végétarienne pour les Parisiens, où tu sors avec la faim au ventre, voilà. Point barre. Et ça s'est arrêté là. Alors que notre intention de départ, moi je n'ai aucun préjugé sur les gens, c'était de se dire, on est conscient d'un truc, c'est qu'il n'y a pas de restaurant de ce style-là. En tout cas, dans la Manche, en Normandie, enfin, c'est cuisine végétale, c'est pas une terre qui est imprégnée par le végétal, quoi. Donc on s'est dit, voilà, la seule adaptation qu'on ait eue, c'est de se dire, on fait un menu très abordable le midi et un premier menu le soir c'était à 45 €. En se disant, voilà, on va essayer de faire venir les locaux. Et en fait, alors, je dis ça, bien sûr qu'il y a des locaux qui viennent et qui reviennent, et voilà, mais malheureusement, les comptes sur les doigts d'une main. On un resto, voilà. Ouais. C'est pas ça on s'attendait pas à ça, quoi. C'est sûr c'est peut-être un peu égocentrique, mais on a envie qu'il y ait de l'effervescence, qu'il y ait un engouement, que les gens soient fiers d'avoir un resto comme ça à côté de chez eux. Et je parle de ça, je parle également des gens qui gravitent autour de la gastronomie, c'est-à-dire les maraîchers, les machins. C'est très très compliqué. Pour moi, un maraîcher, j'ai eu l'occasion de le faire à maintes reprises, c'est quelqu'un qui fait partie du restaurant, sauf qu'on travaille pas au même endroit, mais on travaille en collaboration, on réfléchit parfois ensemble à améliorer les choses ou à produire pour nous certaines choses qu'ils vendront pas
au marché parce que les gens manquent de curiosité. Du coup, les locaux, bon voilà, on a fait des menus assez pas très chers. Il y avait un menu à 33 le midi, parce qu'on était ouvert le midi à l'époque. On a lancé ce truc-là, un menu à 33, 45, et puis on voyait bien que ça collait pas, quoi. Les gens sortaient, on disait, dis donc, 33, il y avait pas une matière animale, alors, en tout cas, il y a un tout petit morceau de je sais pas quoi. Hein. Alors que voilà, en termes de quantité, c'était suffisant. Je sais à peu près ce que je fais au niveau de ça, mais certes, il y a des fois des menus où tu peux te dire j'ai peut-être fait une erreur, mais bon, forcément, j'en étais plus dans l'assiette, ce qui ne me ressemble pas du tout. Et voilà, j'ai dit à Jessica, on arrête le menu à 33, ça sert à rien. Et après, les prix qu'on a ici, enfin, je pense sont justes, c'est juste que ils ont pas été habitués, je vais le dire, et je vais fâcher les gens, à des restaurants qui font attention à ce qu'ils font, en fait. Qui ont une démarche. Des restaurants qui se disent, t'as des asperges, peu importe le prix, je les prends, l'idée c'est pas de, contrairement à beaucoup de restos, on va dire 99,9%, à côté du Mont-Saint-Michel, sont là pour faire de l'argent et c'est tout, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. C'est ça, ça éloigne les gens de la réalité parce que ils se rendent pas compte qu'au final, on est plus dans le vrai que ces autres restos qui leur servent clairement de la merde et ça les dérange pas et les clients apparemment ça les dérange pas non plus puisqu'ils font des comparaisons. Pourquoi elle s'appelle comme ça, cette auberge? Sauvage. Sauvage parce que c'est le sauvage qui guide enfin, la nature, les choses qui se font de façon naturelle, qui guide la façon dont on cuisine et dont on pense l'auberge dans sa globalité, quoi. On s'adapte contrairement à beaucoup de chefs. C'est pas, encore une fois, c'est pas pour taper sur les autres, mais on s'adapte vraiment au vivant et pas le contraire, quoi. On se dit pas, moi, je veux absolument avoir ça à tel moment où je vais me dépanner ailleurs parce que du coup, j'ai pas ça. Non, le menu change et on fait ce qu'il y a de mieux au moment où on cuisine. On fait de notre mieux et on fait avec ce qu'il y a de mieux de ce que je peux avoir à l'extérieur. Donc si c'est des macros, par exemple, j'ai mon pêcheur de homard, parce on est les seuls, je sais pas si tu te rends compte, les seuls de la région à aller au cul du bateau chercher nos homards, alors qu'on est à 40 minutes de Granville. Il n'y a pas de culture du produit ici. Enfin, pour moi, c'est ça. Et t'as des mecs c'est pour ça que je les respecte énormément, parce que je me mets à leur place. Des mecs comme mon pêcheur de homard, qu'est-ce qui le motive en fait? Qu'est-ce qui le motive? Vendre à la criée. Et j'ai beaucoup de respect parce qu'il y va tous les jours, il a un enfant en bas âge, alors certes quand il y a des tempêtes ou quoi il y va pas, il a un tout petit bateau, mais et ce même mec en fait on lui a dit putain on n'arrive pas à trouver de poisson, si tu connais pas des gars et tout, une personne qui pêche, il dit si tu veux je te mets des lignes sur mon bateau en rentrant. Et les plus beaux poissons que j'ai eu, alors j'ai eu que des macros quasiment. Ouais. Mais mitraillette quoi. En retour de pêche. C'était un truc de ouf, quoi. Le poisson il arrive, t'as l'impression qu'il est congelé tellement il est ferme. Et la qualité du poisson, moi ça me donne des frissons, quoi. Ouais. Ça m'a peut-être même fait pleurer, je crois, une fois. Voire à chaque fois. Le plus difficile pour moi et pour nous, c'est de se dire qu'il faut qu'on gagne notre vie avec ça. C'est-à-dire de dire aux gens, ça vous plaît pas, c'est pas grave en fait. Moi, ça me plaît. C'est la façon dont je vois, dont j'interprète en tout cas la cuisine, la façon dont il faut mettre en valeur le terroir, et pas partir dans l'excès et se dire. Dire simplement en fait je sais pas si vous comprenez mais ça paraît un peu sectaire mais c'est pas nous qui décidons en fait, la nature nous donne ça, on fait ça à ce moment-là. Et alors je parle même pas du service, moi je serais incapable d'être au service parce que on a eu des cas de figure où les gens j'ai eu un boucher qui voulait me casser la figure parce qu'il n'y avait pas de viande sur le menu. Je me suis rendu compte la violence, casser la figure parce qu'il n'y avait pas de viande sur le menu. Jessica me l'a pas dit, je suis quelqu'un de très, très calme, je déteste la violence, mais par contre, quand il y a de la violence ailleurs, j'y vais, quoi.
voilà, enfin, on a été confronté à ça. Ça, c'est, par exemple, c'est un boucher local qui est dans la ville d'à côté, mais qui maintenant est à la retraite, mais quand tu vois ça, tu dis, ok, j'ai compris, quoi. Ouais. Et voilà. Et peu importe, quoi. Il a beau eu avoir envie de me casser la figure, ça ne changera pas. Même s'il me casse la figure un jour, ça changera pas. Donc, Mais donc, petit à petit, les gens qui savent lire et comprendre vont venir. Mais c'est dur, hein, parce que de se dire que les autres vont comprendre ce que tu fais, alors que toi, t'as tes convictions, que ça émane enfin, ça sort de toi, de ta tête, de ton corps, en fait, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est pas tellement les gens qui sont parfois, ils disent, qui sont impressionnés par moi. Moi, je suis plus impressionné par les gens qui comprennent, en fait. Parce que je me dis, waouh, c'est pas eux, en fait. Donc, s'ils ont compris, des fois, il y a des gens qui sont extrêmement précis dans leur analyse, et ça me met des frissons, parce que je me dis, waouh, faut avoir une sacrée sensibilité pour comprendre la sensibilité de quelqu'un d'autre, en fait. Mais voilà, c'est des moments magiques aussi. Quand il se passe ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec les compliments. J'en suis très, très content quand les gens me disent qu'ils ont passé un super moment. Je préfère à la limite qu'ils me disent qu'ils avaient passé un très bon moment de manière générale. J'ai un peu plus de mal quand c'est des compliments très, très personnels. Mais quand les gens ont une analyse fine et assez sensible, ça me touche beaucoup. Mais ouais, bien sûr. Bah oui, parce que toi, tu essaies d'écrire quelque chose ici, donc quand on est lu, ça fait du bien. Tu vas tenir, il faut tenir. Ah, il faut tenir, oui. Mais voilà, je changerai pas, mais c'est toute la difficulté, là. Convaincre les gens avec, pour certains, comment dire, une proposition qui, à la base, ne leur convient pas, quoi. Alors, heureusement, la plupart des gens comprennent, sont sensibles à ce qu'on fait. On a énormément de bons retours, y compris de chefs, de machins, enfin. On a énormément, ça, je suis très fier de ça. Pour le coup, je vais encore être un peu piquant, mais je suis très fier d'avoir énormément de vignerons qui viennent. Je trouve que mon travail s'apparente plus à un vigneron qu'un cuisinier. Ah oui. Enfin, c'est très bizarre, mais parce que t'es en prise avec le vivant, enfin. Ouais, j'ai une sensibilité qui est commune, et je pense que c'est pour ça que souvent les vignerons comprennent peut-être. Enfin, c'est pas vrai, parce que les cuisiniers qui comprennent aussi ou qui comprennent pas, ils ont le droit. C'est pas même pas le sujet de dire ils ont rien compris. Mais j'ai des sensibilités communes avec des vignerons. Et qui composent avec la nature au quotidien, comme tu le fais. Oui, il y a un travail de fond. Enfin, ils vont quand ils le font de A à Z. Et en plus, quand ils se mettent les mêmes contraintes que moi, c'est-à-dire s'adapter au vivant, ne pas foutre de produits chimiques, de se dire c'est plus facile, ça va pousser, on aura des super fruits, on va gagner notre vie. Et ben on a un travail qui est sensiblement le même, quoi. Donc j'ai beaucoup de respect pour eux. Bon, nous on va venir en masse. Je dirais aussi, parce qu'on l'a pas dit, je dirais en off. Et moi je reviendrai en tout cas. Je vous remercie d'avoir écouté cet échange jusqu'à son terme, car je voulais vraiment vous faire découvrir le regard et l'histoire du chef. Merci à lui, et merci à Jessica pour leur accueil et le moment qu'ils m'ont offert ce soir-là quand j'ai dîné seul face au jardin. C'était si beau et si délicat. Dans l'expérience du restaurant, je me dis souvent qu'il y a le goût des choses, le charme de l'endroit et les mots de celles et ceux qui portent la cuisine. Et parfois, quand l'adresse est sincère, le tout résonne et l'on voit alors s'écrire au présent un souvenir qui demeurera longtemps. Pendant notre échange, j'ai souvent pensé aux filles de Thomas et Jessica. Ces deux petites filles qui vivent désormais dans la campagne normande, qui ont suivi leurs parents dans le choix qu'ils ont fait et qui ont vu leur vie changer pour nourrir ce projet. Et je me suis dit à plusieurs reprises qu'elles avaient de la chance d'avoir pour parents des gens qui portent en eux de si grandes convictions. Car nul doute que c'est bien à deux qu'ils écrivent ici une jolie page de notre gastronomie. Cette auberge sauvage, c'est un endroit béni, une bulle fait main, fruit d'une réflexion profonde et lointaine. Un endroit où l'on nous fait tout de suite nous sentir bien et d'où l'on repart meilleur.
un lieu où la cuisine est dictée par le vivant, celui qu'on voit grandir par la fenêtre. Alors d'où que vous m'écoutiez, je vous encourage sincèrement à envisager une virée. Car ce n'est pas simple parfois de faire entendre sa voix, surtout quand ce n'est pas celle que les autres attendent, surtout quand elle porte en elle une forme de radicalité, quand elle est portée par un geste déterminé. Car ce n'est pas simple de savoir qui l'on est et de l'assumer, je vous encourage vivement à vivre une parenthèse sauvage. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter ces récits que j'ai le grand privilège de recueillir. N'hésitez pas à faire connaître notre travail, à partager ce podcast, à l'évaluer en faisant tomber les étoiles sur votre plateforme préférée. Merci par avance pour votre présence la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!